À votre manif, vos manifs de ce week-end, bon, il y a des villes où ça n'a pas marché, il faut dire les choses. Hein. Il y a des villes où il y avait 20, 30 personnes. À Paris, vous étiez quoi, 1 millier? Ou à peu près, ouais. En tout cas, on en a eu plusieurs milliers sur les 13 rassemblements. On était très nombreux, ce qui relève d'une grande victoire, puisque nous n'avons bénéficié d'aucune publicité. Évidemment, les grands médias n'en ont pas dit un mot, alors que la semaine précédente, ils avaient fait de la retape et du racolage pour la manif, ce que j'appelle la manif de la honte, c'est-à-dire la manif anti-flic contre la police. Voilà, et c'était une atmosphère extrêmement positive. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de slogans haineux ou violents. Il y avait des Français de toutes les origines qui étaient là pour soutenir leurs forces de l'ordre. C'est une déclaration d'amour. Nous n'avons pas affiché un flic, une balle comme à Besançon. C'était un flic, un bisou. Vous voyez, donc c'était une manifestation. Là, c'est un peu cucu, hein, excusez-moi, mais alors là, un flic, un bisou. Peut-être. Enfin, excusez-moi, mais là, on est au pays de oui, tout à coup. Hein, en tout cas, je pense que mais ça fait du bien. Vous savez, vous vous moquez. Vous êtes meilleur d'habitude. Non, mais vous vous moquez, mais les forces de l'ordre, ça leur a fait beaucoup de bien d'entendre la manif, oui, bien sûr. Et de s'entendre se scander la France aime sa police, c'est quand même. C'est différent, ça. Voilà. Et vous parlez du nombre, excusez-moi, nous représentons la majorité des Français. Les Français, dans cette manifestation, il y avait une sorte de manifestation par procuration. Parce que ceux qui étaient là la semaine dernière contre la police, ils avaient beau être plusieurs dizaines de milliers à la faveur de la publicité qui leur avait été faite, ils ne représentent qu'eux-mêmes et qu'un certain nombre de médias. La quasi-totalité des Français est derrière ces forces de l'ordre. Et nous, effectivement, nous avons été un peu le pic de cet iceberg de soutien aux forces de l'ordre des Français, mais qui étions dans la rue pour le coup. Jessica, parce qu'ils sont vraiment au front et c'est très compliqué. Donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu de débordement. Jean Messia, 30 secondes. C'est très bien, on applaudit. 30 secondes. Si vous voulez, la question, c'est que tout ce qui aujourd'hui défend la France, défend ses forces de l'ordre est qualifié d'extrême droite. Vous me dites c'est une manif d'extrême droite. Mais est-ce que vous avez d'accord, alors dites-moi quel autre courant politique ou pensée politique a fait des manifs pour exprimer son amour aux forces de l'ordre? Mais est-ce que vous avez appelé au rassemblement? Ça veut dire que quand vous faites des manifs pour les forces de l'ordre, vous êtes d'extrême droite. Merci, au revoir. Caroline Fourest fait partie de cette gauche féministe, laïque, qui a conscience en fait que sa politique, en tout cas ce qu'elle prône, avec ça on va dans le mur, mais qui de temps en temps a son subconscient qui arrive à la surface et qui lui fait percevoir le réel que tous les Français, ou en tout cas un certain nombre de Français majoritaires, voient de plus en plus. Mais vous entendez Jessica Elanguer sur le plateau qui vous dit mais non, on ne peut pas dire ça. Mais oui, mais c'est ce qu'elle vous a dit, donc répondez-lui directement. Elle reprend les mots d'Edwy Plenel, là, je ne sais pas, vous avez son tweet qui dit il ne faut pas essentialiser les gens. Mais qui les essentialise, madame? Quand on dit toute l'immigration est un bienfait, tous les immigrés, d'où qu'ils viennent, enrichissent la France. Donc vous essentialisez l'immigration pour en faire quelque chose de positif. Donc comment peut-on, lorsqu'on pointe du doigt des immigrations qui sont néfastes, un certain nombre d'entre elles, comment pouvez-vous nous accuser de faire de l'essentialisation? Oui, il y a des immigrations dont le bilan est globalement négatif sur la France. Oui, parmi les immigrés, il y a des violeurs, il y a des assassins, il y a des délinquants et des criminels. Pourquoi vous considérez que quand on dit cette partie-là de la vérité, ça écaille le vernis de gauche que vous pouvez avoir sur un phénomène? L'immigration n'est pas un phénomène monolithique qui serait un coffre fort de richesse ouvert en permanence. Et surtout, juste Caroline Fourest est très prudente dans ce qu'elle dit, parce qu'elle explique que c'est des gens qui ont souffert, c'est des gens qui ont été maltraités pendant la traversée. Elle ne dit pas ils arrivent en étant... Je vais finir là-dessus. Je vais juste finir. Et après Martin Gardien, parce que j'ai vu faire des bons depuis tout à l'heure. Comment peut-on dire que parce qu'on a connu évidemment des affres et des souffrances, etc., chaotiques de là où on vient ou dans le parcours, ça peut nous autoriser à foutre le bordel dans le pays où on arrive? Moi, j'ai pas souvenir que les gens qu'on avait accueillis de la guerre civile espagnole avaient foutu le bordel en France. Les réfugiés juifs, arméniens, même les boat people des années 70, quelle minorité, en tout cas quelles immigrations de celles-ci, lorsqu'elles arrivent dans un pays, uniquement parce qu'elles ont souffert ou parce qu'elles ont connu des parcours chaotiques, se donnent un blanc-seing à mettre le bazar? Au contraire, des immigrations devraient considérer qu'elles ont la chance d'être parvenues à fuir le chaos. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'ils peuvent être atteints. Alors, je ne vais pas la défendre, mais j'essaie d'expliquer ce qu'elle veut dire, c'est qu'ils peuvent être atteints psychologiquement parce qu'ils ont vécu des choses très dures pendant la traversée. Mais les Juifs d'Europe de l'Est qui ont subi le nazisme, ils n'étaient pas traumatisés. Alors, le réel, de toute façon, devient tellement massif, si vous voulez, il saute aux yeux de tellement de personnes que c'est de plus en plus difficile de maintenir le couvercle gauchiste sur ce réel. Donc évidemment, la meilleure manière, c'est pas d'en débattre, puisqu'il n'y a pas débat. Les faits sont... il y a un débat. Il y a un débat de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette violence, comment on peut réagir face à ça. Non, il y a un débat. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Des faits, c'est
ça ce que je veux dire. Quand on dit qu'il y a une partie. Mais Jessica Langer vous dit que non, donc ça veut dire qu'il y a un débat. Qui basculent qui sont des délinquants, des violeurs, des criminels, c'est une vérité. Mais elle vous dit que non. On peut pas en débattre. Et d'ailleurs, Caroline Fourest a un raisonnement plutôt bizarre. Elle dit il faut maintenir l'AME, il faut maintenir les aides sociales, il faut maintenir les soins, mais en même temps, ceux qui arrivent sont en partie des criminels. Certains. Non, en partie, j'ai dit. Donc, si vous voulez, on maintient les dispositifs qui permettent de continuer à attirer ces immigrations-là de manière générale et à l'intérieur desquelles une proportion qui est violente et délinquante. La meilleure manière, c'est de ne faire en sorte qu'ils ne viennent pas sur notre territoire parce que nos capacités d'accueil sont saturées et je ne parle même pas de nos capacités d'accueil psychiatriques, psychologiques, Jessica Langer, vous répondez. sont débordées. Non mais moi je suis pas d'accord. Si le débat de fond, si les propos de fond de Caroline Fourest étaient selon la trajectoire de certains migrants qui ont subi en effet des violences, des outrages et autres, il arrive par conséquence que, voilà, il y a certains comportements qui en ressortent. C'est ça, certains sont agressifs, violents et violents. L'accumulation de propos dégradants, je suis désolé, peu importe le fond de ce qu'elle dit, c'était calculé. Agressif, violent, violeur. On aurait pu s'arrêter simplement sur des individus violents. Excusez-moi, pourquoi cette volonté d'ajouter encore plus le terme violeur, le terme agressif? On aurait pu s'arrêter. Mais c'est quoi la violence? Est-ce que la violence que ces jeunes aient vécu des situations de violence, des trajectoires violentes, etc. Mais excusez-moi, les Arméniens en 1915 fuyaient un génocide, ils sont arrivés par dizaines de milliers en France. On n'a pas entendu dire qu'ils violaient, qu'ils racketaient, qu'ils agressaient les Français. Les Juifs d'Europe de l'Est qui fuyaient le nazisme, qui fuyaient des pogroms, qui fuyaient des situations bien plus abominables que celles des migrants isolés étrangers. Quand les migrants qui viennent d'Afrique sont pas foutu le bordel. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ça? Que les migrants qui viennent d'Afrique sont les seuls violeurs? Ce n'est pas une excuse. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Des situations difficiles, voire puisque vous comparez la migration des Arméniens à la migration des Juifs, donc vous êtes en train de dire quoi? Que ceux qui viennent du Sud sont des violeurs? Non, je suis en train de dire que parmi ceux qui viennent du Sud, le fait d'excuser des comportements de délinquance, de criminalité sauvage parfois, avec l'excuse qu'ils viennent effectivement de pays où ils ont connu des souffrances avec des trajectoires, ce n'est pas une excuse, ça, parce qu'il y a d'autres peuples qui ont connu pire, qui ont connu des trajectoires bien pires, qui ont échappé à la mort et qui ne se comportent pas comme ça. Donc il y a un problème spécifique avec effectivement certaines immigrations arabes et africaines. Les immigrations arabes et africaines. Certaines immigrations arabes et africaines posent problème, vous le voyez tous les jours dans les rues. Enfin. Être prof à Sarcelles et qui venait donc à Trappes, elle dit également, c'est les infos que moi j'ai pu glaner dans l'interview, elle dit qu'elle est musulmane, qu'elle a 3 enfants noirs et qu'elle fait ça pour les protéger. C'est pour ça qu'elle dit que la France est un État colonialiste, raciste et sexiste. Déjà, le fait qu'elle se présente en disant qu'elle a des enfants noirs, qu'elle-même est musulmane, elle s'essentialise elle-même en fait. Donc le colonialisme et le racisme, il va falloir passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on a clairement de la part d'une prof, en tout cas autoproclamée, comment dirais-je, un appel à la désobéissance. Oui, tout à fait. Donc ça vaut quand même la convocation devant un conseil de discipline, voire la révocation. Bon, mais Trappes, il ne faut pas l'oublier, c'est de là où est parti un nombre record de candidats à l'État islamique et de candidats de djihadistes, si vous voulez. Donc il ne faut pas... Trappes est aujourd'hui une sorte de Médina où l'islam radical a pignon sur rue. Donc c'est pas non plus extraordinairement étonnant qu'on ait ce genre de manifestation islamiste. Mais je vais vous dire un truc, cette prof, en fait, elle représente aussi toute une partie de ce corps électoral, de ce corps enseignant, issu de mai 68, qui a biberonné nos enfants, et notamment les enfants issus de l'immigration, à la haine de la France. Comment voulez-vous ensuite qu'on fasse nation si dès le plus jeune âge, on a ce genre de discours de la part de profs qui expliquent que la France est un État raciste, un État colonial, un État qui esclavagiste, un État qui a réduit, qui exploite les richesses des pays dont leurs parents sont originaires. C'est la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qu'elle dit en cours aux élèves? Parce que c'est effectivement la vraie question. Qu'est-ce qu'elle dit aux élèves? Qu'est-ce qu'elle leur rentre dans la tête? Est-ce qu'elle leur rentre dès le plus jeune âge que la France est un État colonialiste, un État raciste? Et quand on voit, alors j'allais dire la haine, mais en tout cas la violence avec laquelle elle parle c'est ce que j'allais dire. De la France, qu'est-ce qu'elle leur dit? C'est quand même extraordinaire, si vous voulez, qu'on
qu'on prétend dénoncer des haines fantasmagoriques à longueur de journée, et la seule haine qui n'est jamais dénoncée, c'est la haine de la France par ses propres représentants dans les écoles. Un dernier mot, on fait la pause. S'il vous plaît, Jean Messia. C'est que toute la gauche étant pas moison en raison de la liberté d'expression, ils disent ouais, elle a le droit de parler, etc. Mais imaginez un même prof tenir un discours sur le néocolonialisme adopté par certaines immigrations en France dans un discours un peu identitaire et un peu droitard. Est-ce que la liberté d'expression eût été excipée par les mêmes pour défendre cette prof? Pas du tout. Là, c'est la liberté d'expression parce qu'il se trouve, c'est un peu radical, mais il se trouve qu'elle est quand même dans les canons idéologiques de la pensée dominante. On a eu à Lyon des professeurs d'université qui avaient un discours identitaire. Moi, ça me pose le même problème, monsieur Messia. Elle eût exprimé un discours sur le grand remplacement, sur le comportement néocolonial de certaines immigrations en France, de la manière dont certaines immigrations se comportent de manière revancharde, je peux vous dire qu'on l'aurait identifié, on lui serait tombé dessus et on l'aurait révoqué. Moi, là, j'attends de voir les sanctions. J'aimerais que ce professeur soit sanctionné, qu'il y ait une étude de son cas par les textes académiques et le rectorat. Appelez le ministre. Vous êtes de la majorité, appelez le ministre. Vous avez le portal Garagnon. Appelez le ministre. Faites-le en direct, ça serait sympa. Appelez Gabriel Attal. Ça enverrait aussi un signal. En direct, ça serait chouette. On va faire une pause. Voilà, donc cette vidéo, je vous rappelle, on nous a interdit de la diffuser. Le site Révolution Permanente nous ont dit c'est nos images, vous n'avez pas le droit de les diffuser, etc. Donc voilà, mais elle est partout sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Donc vous pouvez la voir sans problème. Encore une fois, c'est dommage, mais c'est pas grave. Ça nous a pas empêché d'en parler pendant 20 minutes. Dans un instant, on va vous parler de Nîmes. S'il vous plaît, allô, les enfants, là, je vais faire moi le prof. Non, c'est par rapport à la Révolution Permanente. Je me demande si c'était la nuit aussi. C'était la nuit. La Révolution Permanente. D'accord. Ça s'appelle un bide, ça. Mais si on ne fait pas ça, on n'y arrivera jamais. Jean Messia. On a évidemment une extension de la narco-économie, si vous voulez. Et bon, ça, ces méthodes de blanchiment sont quand même assez anciennes. Hein. Je veux dire, le cartel de Cali, dans les années 70, achetait déjà des banques, des blanchisseries, des supermarchés pour recycler, toute la chaîne pour pour recycler l'argent jusqu'à des banques. Ils avaient des banques entières. Donc, pensez donc, c'est quelque chose qui banque. Voilà. Alors, la particularité en France, en tout cas, c'est que la narco-économie et le trafic de drogue, il y a une forme d'ethnicisation de ce trafic de drogue, puisque naguère, à Marseille et sur la côte sud, cette mafia était tenue notamment par des Corses, c'était la pègre marseillaise, et de plus en plus aujourd'hui, cette narco-économie est organisée par des mafias plutôt maghrébines et un peu moins ça c'est votre cheval de bataille. Je vois pas où est le sujet. Mais attendez, c'est faux, c'est vrai ou c'est faux? Attendez, qu'il soit blanc ou noir, je m'en fiche. Non, mais attendez, ça, vous pouvez pas dire. La narco-économie, c'est pas le sujet. Oui, mais vous n'êtes pas Jean Messia. Non, mais vous ne pouvez pas. C'est que vous ramenez ça à une question. Mais non, mais parce que si vous voulez, je ne pas du tout, parce que bien sûr que je ne ramène pas ça à ça. Vous en parlez. Je parle du réel. Vous faites un lien. C'est la réalité. C'est pas un lien, c'est un attendez, c'est le un sujet constat. de débat, c'est la narco-économie et comment lutter contre la narco-économie. C'est ça le sujet. Il y a une ethnicisation aujourd'hui de la narco-économie, effectivement, par rapport à la narco-économie. Jessica, une massification aussi à la faveur de cette ethnicisation. Faites court si vous voulez qu'on parle.